Bonjour tout le monde. On va commencer tranquillement. Je m'appelle Camille Saint-Louis, je suis coordonnatrice de l'équipe en partenariat Arabesque. Aujourd'hui, c'est moi qui vais s'occuper de l'animation du webinaire. Donc, aujourd'hui, c'est notre quatrième et dernier dîner d'apprentissage qui porte sur la séparation parentale, qui est organisé justement par notre équipe de recherche en partenariat Arabesque. Donc, notre équipe en partenariat, dans le fond, c'est qu'on rejoint des milieux universitaires, mais aussi des milieux pratiques puis des ministères. Puis on s'intéresse particulièrement à la diversité familiale, aux transitions qui vont ponctuer les parcours de vie, puis aussi aux pratiques d'intervention puis aux politiques qui peuvent être mises en place pour soutenir le bien-être des familles au Québec, mais aussi à l'international. La présentation d'aujourd'hui s'intitule Que savons-nous du partage du temps parental et de l'accès à la justice des parents séparés qui vivent des conflits sévères ou de la violence? Ça sera présenté par Elisabeth Godbout, qui est professeure à l'Université Laval, puis par Sophie Gauthier, qui est une avocate spécialisée en droit de la famille. Donc, je vous remercie toutes les deux d'être ici aujourd'hui pour nous parler de ce sujet-là. Donc, sur ce, je laisse la parole à Elisabeth et Sophie. Bonne écoute. Merci beaucoup, Camille. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Sophie et moi sommes très heureuses de vous accueillir si nombreux et nombreuses à ce dîner. Alors aujourd'hui, on aborde une thématique, je pense, qui est au cœur de beaucoup de préoccupations, tant sur le plan scientifique, là, qui est mon domaine, mais aussi sur le plan des pratiques, que ce soit les pratiques psychosociales, juridiques, judiciaires. On va parler aujourd'hui de le moment charnière où les parents qui vivent une séparation doivent régler les conséquences de leur séparation. Donc, le moment où ils doivent prendre des ententes sur un certain nombre de sujets. On va en traiter de quelques-uns aujourd'hui. On sait que les parents, lorsqu'ils vivent une séparation, ils ont accès à un certain nombre de services ou de modes de résolution qui leur permettent d'arriver à certaines ententes puis pouvoir partir sur un nouvel élan et refaire leur vie finalement sur de nouvelles bases. Ces dispositifs-là se sont diversifiés dans les 30-40 dernières années et il est plus nécessaire de passer par les tribunaux pour régler ces questions-là. D'ailleurs, on va voir que beaucoup de parents et peut-être de plus en plus de parents aussi ne passent pas par la case tribunal là, pour régler ces questions-là. L'utilisation des services en général autour du règlement des conséquences de la séparation, on sait qu'ils vont être déterminés par un ensemble de facteurs. D'abord des facteurs structurels, hein. Donc, on sait que l'accès à la justice, malheureusement, est très lié aux revenus et des auteurs dans le domaine vont mentionner justement que l'accès à la justice est plus difficile pour les personnes à plus faible revenu et que la justice civile, ben, malheureusement, tend à reproduire des inégalités sociales qu'on observe. Donc ça, c'est une réalité. Le fait aussi d'avoir été marié ou pas va évidemment influencer les services qui vont être utilisés après la séparation pour notamment obtenir un jugement en divorce. Tu sais. Donc, si on a été marié, il y a cette étape-là qui est comme un incontournable. Le fait d'avoir les revenus, statut conjugal, ça c'est une chose, mais aussi les aspects contextuels de la situation vont venir jouer sur les services qui vont être utilisés. Donc les dynamiques intrafamiliales, s'il y a des conflits très importants versus une bonne entente, on n'aura pas nécessairement l'utilisation des mêmes services. Et même chose, s'il y a de la violence conjugale, on sait que certains services, notamment des modes alternatifs de résolution de conflits, sont inadaptés, voire dangereux. Là, tu sais. Donc, tout ça va venir moduler l'accès à certains services. Et parmi les décisions qui vont être prises par les parents, celle entourant le partage du temps parental est considérée comme une décision majeure, puis probablement la décision la plus délicate là, qui va être prise après la séparation pour toutes sortes de raisons, notamment économiques, parce que ça va avoir des répercussions sur les conditions de vie des familles, la pension, le calcul de la pension alimentaire, etc. Donc, il va y avoir des implications économiques évidemment émotionnelle très importante et relationnelle très importante. On sait que certains parents vont devoir faire le deuil de pas avoir accès à l'ensemble du temps et de la vie de leur enfant. Donc, ça fait partie des deuils de la séparation.
Dans ce qui est documenté dans les études du domaine, là, dans plusieurs pays occidentaux, on observe que la garde exclusive à la mère est toujours la modalité dominante du partage du temps parental après la séparation. Mais un peu partout dans le monde, on voit qu'il y a une progression importante de la garde partagée. Et cette progression-là a été encore plus marquée au Québec si on se compare à l'ensemble du Canada. Donc, il y a des études qui montrent qu'au Québec, c'est un phénomène assez particulier. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard, là, donc, comment l'enquête nous permet de bien faire le portrait du partage du temps parental post-séparation. Euh, Lorsqu'on sonde la population, on a fait cet exercice-là dans un de nos projets. Donc, la population du Québec est très favorable à la garde partagée. Dans un sondage d'opinion sur cette question-là, c'est ce qui était ressorti. Donc, c'était vrai pour les enfants qui ont 2 ans et plus, là. Donc, pour les jeunes enfants, les opinions sont un petit peu différentes. Par ailleurs, quand donc les parents vont arriver à ces ententes-là en majorité sans avoir à débattre de la question devant le tribunal, mais quand cette décision-là doit être tranchée ou évaluée en expertise, bien évidemment que ça cause énormément de stress aux parents. Donc, et ça, c'est à ne pas négliger, là. Donc, ces parents-là vont avoir besoin d'un soutien particulier et on va reparler un petit peu de ces situations-là aujourd'hui, plus particulières autour des conflits entourant notamment le partage du temps parental. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un programme un peu en 2 volets. Donc, je vais passer rapidement sur des résultats clés de l'enquête longitudinale auprès des parents séparés et recomposés du Québec pour voir comment on peut, à partir de nos données, éclairer les phénomènes que je viens de vous illustrer rapidement. Et dans un deuxième temps, on va faire une formule question-réponse avec Sophie Gauthier, qui est une avocate là, spécialisée en droit familial. Donc, on va regarder comment ces phénomènes-là se jouent sur le plan juridique et comment, c'est quoi les répercussions dans sa pratique là, de façon plus spécifique. Donc, quelques mots sur l'enquête que vous connaissez déjà peut-être. C'est une enquête qui a été menée par le partenariat séparation parentale, recomposition familiale, qui a permis, dans le fond, de documenter l'expérience de parents qui ont vécu une séparation au Québec. Donc, on a pu prendre des mesures auprès des parents, donc 2 ans, 4 ans et 6 ans après la séparation. C'est ce qui nous a permis de venir documenter un certain nombre de thématiques très variées, donc la santé et le bien-être des personnes, la qualité des relations, mais aussi le droit et les politiques publiques, les besoins des familles, l'utilisation des services. Donc, on est venu couvrir un ensemble de sujets avec cette enquête-là. Et puis, on a pu recruter au premier temps de l'enquête 1551 parents qui étaient récemment séparés au temps 1, donc en moyenne depuis 2 ans on les a sondés une première fois. On a une représentation équivalente de père et de mère dans l'enquête, ce qui est une de nos forces. Et c'était des parents qui avaient la garde physique ou non de leur enfant. Donc, vous voulez avoir cette diversité-là aussi dans notre enquête. Et l'échantillon est représentatif de la situation des parents séparés au Québec. Donc, ce qui nous permet de faire des inférences aussi sur ben, à quoi ça ressemble le portrait des parents au Québec sur ces questions-là actuellement. Donc, si on regarde un peu nos résultats sur le règlement des conséquences de la séparation, ben, un premier constat qui rejoint là, ce qui a été aussi publié dans d'autres études, c'est qu'il est très rare que les décisions qui entourent le règlement de la séparation soient prises par le tribunal plutôt que par les parents. Et puis, c'est démontré de façon très marquée dans nos données. Donc, les parents du temps 1, donc qui étaient séparés depuis environ 2 ans, pour la grande majorité, avaient réglé les conséquences de leur séparation. Et puis, il y en avait 77% qui ont eu aucun recours à des services de l'ordre du juridique, là. C'était des parents qui, pour le tiers d'entre eux environ, ont réglé ces questions-là sans aucune aide professionnelle et 43% sont allés uniquement en médiation familiale. Donc, on a 77% des parents qui n'avaient pas utilisé les services des tribunaux ou les services des avocats. Donc, on a un sous-groupe de parents, donc 11% qui ont utilisé, qui ont négocié avec leur ex-partenaire à l'aide d'avocats. Et puis, on a un 12% de parents là, qui ont eu une représentation à la cour et un 5% qui sont allés jusqu'au procès, là. Donc, on voit que c'est vraiment une minorité de parents qui utilisent ces services-là.
D'autres analyses qui ont été réalisées là, par ma collègue Karine Poitras, qui je pense est ici ce midi, ont montré que l'utilisation notamment de la médiation familiale était davantage faite par des personnes qui avaient des enfants un petit peu plus vieux. Donc, c'est moins fréquent pour les parents qui avaient des enfants d'âge préscolaire. C'est des parents aussi qui ont un profil un peu plus favorisé au plan du revenu, au plan éducatif aussi. Alors que ça, c'est quand on compare les gens qui utilisent la médiation familiale versus ceux qui ne l'utilisent pas. Ceux qui utilisent les services des avocats vont avoir un profil un peu plus différent. Donc, ils vont avoir tendance à avoir des enfants un peu plus jeunes, avoir plus de difficultés coparentales et vont nommer plus fréquemment la violence comme motif de séparation. Donc, on voit que lorsqu'on tend vers la judiciarisation, on vient complexifier un peu le portrait aussi familial qui se dessine là, dans les situations de séparation. Maintenant, quand on regarde le portrait du partage du temps parental, ici, ben, sans surprise, on voit que la garde partagée a pris beaucoup de place. C'est une tendance qui était déjà nommée dans la littérature. On voit qu'au Québec, c'est très, très populaire hein, pour les enfants de 3 ans et plus. On a 62% des enfants qui sont en garde partagée dans l'enquête. Il y en a le tiers qui sont en garde exclusive à la mère et autour de 5% en garde exclusive au père. Donc, c'est un phénomène qui est beaucoup moins fréquent. Pour ce qui est de la garde partagée, on voit que la modalité la plus fréquente, c'est vraiment la garde partagée symétrique 50-50. C'est ce qui ressort là, des données de l'enquête. Lorsque les enfants sont plus jeunes, donc les 0 à 2 ans, le taux de garde partagée est plus faible. Donc, on voit que c'est modulé par l'âge de l'enfant. C'est environ 35% des enfants qui ont 0 à 2 ans là, qui sont en garde partagée selon les données de l'enquête. Donc, on voit que rapidement, les enfants un peu plus vieux vont être en garde partagée de façon très, très usuelle. Là, tu sais, après une séparation, c'est un résultat important là, de l'enquête. Et puis, le fait d'être en garde partagée comparativement à être en garde exclusive à la mère, quand on compare les deux, est associé à un certain nombre de facteurs. Le facteur le plus discriminant, là, selon nos analyses, c'est vraiment la distance entre les résidences, avec un point de coupure à 20 km. Donc ça, ces facteurs-là ressortent beaucoup des analyses. Donc le fait d'être à grande distance, évidemment que c'est un frein important à la garde partagée. Les revenus plus élevés, le fait de mieux s'entendre aussi, donc de moins judiciariser la situation, d'avoir moins l'impression d'avoir cédé sur la garde, le fait que le répondant soit un père aussi, donc fait en sorte que on va avoir davantage, ça va être associé dans le fond au fait de mentionner que c'est une garde partagée là, qui s'applique à l'enfant dans l'enquête. Donc ça fait partie des grands constats que nous avons pu faire là, grâce aux données. Maintenant, si on regarde de façon plus spécifique, là, je vous ai fait un portrait d'ensemble, mais quand on s'intéresse à essayer de circonscrire un peu les situations plus complexes où les personnes vont avoir besoin de plus de services, de plus de soutien, j'ai tenté là, par des analyses à essayer de cibler ces parents-là dans l'enquête. Ce qu'on s'est rendu compte en faisant nos analyses, c'est d'abord un premier constat. Les différentes dimensions du conflit qui sont dans la littérature, donc des parents qui judiciarisent beaucoup la situation, des personnes qui ont des difficultés très, très importantes dans leur coparentalité, des personnes qui vont alléguer des enjeux de sécurité comme la violence, comme la maltraitance. Donc, tous ces éléments-là sont très, très, très corrélés. Donc, ça, c'est le premier constat qu'on a fait. Les dimensions du conflit là, sont très, très indissociables. Ça, c'est un premier constat important. Quand on fait un portrait de ces parents-là, on a souvent un mélange ou un enchevêtrement, dans le fond, d'indices de conflit qui sont présents en même temps chez ce sous-groupe-là de parents. Et lorsqu'on essaie de distinguer les parents selon certains profils de conflit, on obtient environ quatre groupes, sous-groupes de parents qui se ressemblent entre eux, là, tu sais. Donc, c'est des analyses qui permettent de regrouper des personnes qui se ressemblent, puis de les distinguer des autres groupes qui s'éloignent d'eux sur ces caractéristiques-là de conflit. Et on se rend compte qu'il y a un sous-groupe plus préoccupant, là, tu sais, qu'on a appelé ici zone très préoccupante, donc un 13% des parents dans l'enquête qui vont avoir ces trois dimensions-là des conflits de façon très, très marquée. Donc, ce sont des parents, si on prend seulement le sous-groupe, le 13%, là, le tiers va avoir eu au moins une présentation en cours, 30% va être allé à procès ou avoir eu une expertise pour la garde d'enfants.
45% va s'inquiéter de la sécurité du parent, de l'enfant lorsqu'il est chez son autre parent. Le tiers va avoir utilisé les services de la protection de la jeunesse en lien avec leur séparation. La moitié environ vont signaler une intervention policière en lien avec leur séparation. Donc, vous voyez que c'est un profil qui est plus inquiétant. Et puis, c'est le profil aussi qui est le plus susceptible d'utiliser les services judiciaires. Donc, il va avoir davantage tendance à judiciariser la question de la séparation. Donc, maintenant que j'ai placé un peu le portrait, maintenant comment ça se vit sur le terrain. Donc, ça, c'est l'autre aspect du webinaire d'aujourd'hui qu'on voulait aborder. Et puis, on va le faire sous forme dynamique de questions-réponses avec Sophie Gauthier. Donc, elle a généreusement accepté de se prêter à l'exercice. Puis, j'ai composé des questions pour qu'on regarde ensemble comment ces situations-là évoluent aussi dans l'évolution du droit actuel puis dans l'évolution sociale actuelle. Donc, on va regarder ça ensemble. Mais d'abord, j'étais intéressée de qu'elle me parle des parents qu'elle rencontre dans sa pratique. Donc Sophie, peut-être que tu pourrais nous parler d'abord de ce que tu observes toi dans ta pratique sur le plan des difficultés, des besoins des parents, mais aussi quelles sont leurs forces. Puis en parallèle, comment tu conçois ton rôle auprès d'eux, ton rôle d'avocate auprès d'eux? Ben oui, avec plaisir. Premièrement, je pense que c'est important de dire que moi, j'ai été assermentée en 1992, donc ça fait quand même plusieurs années, j'ai arrêté de les compter, que je pratique en droit. Puis la majeure partie de ma pratique, là, sauf que peut-être les 2 premières années, ça a été en droit de la famille. Euh, je dirais, les difficultés, c'est des difficultés dont vous devez vous douter, là. Bien évidemment, lors d'une séparation, d'une rupture, c'est un tsunami d'émotions. Les gens sont dans un tourbillon. C'est le processus de deuil qui commence. Tout le monde le fait pas de la même façon. Des fois, ceux qui ont choisi de quitter, c'est une chose. Ceux qui subissent la rupture, c'en est une autre. Même les gens qui décident ensemble de se séparer, qui s'entendent bien pour la fin de l'union, peuvent aussi vivre des difficultés au niveau de la réorganisation de la garde des enfants, financière, etc., etc. Donc, c'est sûr que les personnes qu'on accueille au début de cette tempête-là, souvent sont face à une perte de contrôle de leur vie, perte des repères familiaux usuels, sont un petit peu diminués par rapport à ce qui s'en vient. Ils ne savent pas comment la justice peut les aider, qu'est-ce que la loi peut leur donner, parce que c'est sûr que si là, ils viennent dans notre cabinet, la majeure partie du temps, c'est parce qu'il y a des litiges. On en a quand même qui viennent nous voir pour prévenir les litiges. Ça, c'est les rencontres les préférées. On n'espère pas les revoir, ces clients-là, parce qu'on espère leur donner des conseils justement pour pas qu'il y ait de chicane. Mais je dirais que, règle générale, il y a un fort pourcentage de gens qui viennent nous rencontrer parce que là, ça ne va pas, puis ils ont besoin d'avoir des conseils. Donc, c'est sûr qu'eux ont besoin de se faire guider. Donc, en ce sens-là, le rôle que nous, avocats, on peut avoir à ce moment-là, c'est de les guider, de les informer, de les instruire sur ce qui s'en vient, sur ce qu'il y a de l'autre côté de la clôture. Les aider à considérer la situation, pour moi, je la vois plutôt en 3 étapes. Il y a du court, il y a du moyen, puis il y a du long terme. Les gens sont souvent insécures financièrement parce que j'ai rarement vu des ruptures qui créaient de la richesse parce que la famille doit à ce moment-là se séparer puis ils font face à un dédoublement de dépenses alors que normalement ils les partageaient à deux. Donc, il y a beaucoup d'insécurité financière qui fait partie des enjeux. Mais la plus grande insécurité, c'est celle en lien avec les enfants. Qu'est-ce qui va arriver avec les enfants? Comment on va partager leur garde? Qu'est-ce qui est meilleur pour eux autres? Puis là, les gens vivent ces difficultés-là de façon différente. La mère d'un jeune bébé va vivre cette insécurité-là par rapport à son enfant d'une façon différente parce que elle peut pas, des fois, puis je comprends, imaginer pas avoir chaque minute de sa vie avec son enfant. De l'autre côté, un père qui c'est peut-être un peu confiné dans un rôle traditionnel de pourvoyeur à l'extérieur de la résidence, peut avoir peur de ne pas trouver sa place dans une séparation, puis de ne pas pouvoir avoir accès à son enfant. Fait que c'est des gens qui doivent ré, réfléchir à nouveau la manière dont ils vont organiser leur vie. Donc, en ça, c'est une difficulté. Puis, je dirais qu'une autre des difficultés, c'est que les gens sont souvent bombardés de conseils de leurs amis,
de leurs collègues de travail, d'associations. Puis aujourd'hui, ben, l'IA, l'intelligence artificielle, s'invite dans l'histoire. Alors, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas pertinentes qui leur arrivent, d'informations qui ne sont pas capables eux-mêmes de discriminer, puis qui leur font avoir des idées qui sont pas justes. Donc, c'est des difficultés que les gens vont vivre. En ce sens-là, le rôle de l'avocat, c'est celui d'écouter, c'est sûr, parce qu'ils ont besoin qu'on les écoute, sans jugement, avec empathie le plus possible, puis avec une grande objectivité. Quand l'avocat écoute son client, je pense que il faut éviter de prendre parti, parce que si on fait ça de façon systématique, on peut finir par commettre des erreurs dans les conseils qu'on va leur donner. Donc, il faut toujours rester très, très objectif par rapport à ça. Les conseiller pour leur dire qu'est-ce qui va survenir par la suite, leur dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, quel contrôle vous pouvez avoir sur la situation pour que ça se passe le mieux possible. Parce que, comme je l'ai dit, ils sont un petit peu en perte de contrôle sur leur projection de vie. Mais il y a certains gestes qu'ils peuvent poser qui leur permettent de reprendre un peu le contrôle puis de faire partie plus activement de la solution. Alors, c'est sûr que le rôle de l'avocat, c'est de les guider, puis leur faire comprendre quels sont les bons gestes qu'ils doivent poser, bien évidemment. Quelles sont, dans ta question, Elisabeth, quelles sont les forces des gens, des parents qui sont dans des situations comme ça? J'ai trouvé ça intéressant comme question, puis ça m'a porté à réfléchir un petit peu plus. Puis je trouvais que c'était important de voir qu'ils ont des forces, les parents. Puis c'est, je pense, les avocats qui doivent les aider à les identifier, ces forces-là, parce que souvent, ils ont l'impression qu'ils n'en ont plus, puis que c'est complètement trop difficile pour eux. Mais leurs valeurs, souvent, les valeurs qu'ils ont, la façon dont ils ont eu d'organiser leur vie, leur éducation, c'est des bases solides qui nous permettent, quand on les identifie avec eux, de pouvoir les aider à s'en servir pour la tempête qu'ils vont traverser. Une de leurs forces, puis je pense que ça c'est important, c'est l'amour qu'ils ont pour leurs enfants. Là, on parle de situation avec des enfants, l'amour qu'ils ont pour leurs enfants. C'est quelque chose qui nous permet à nous c'est un outil qui nous permet de les aider à trouver des solutions qu'ils n'avaient peut-être pas vues auparavant. L'amour des enfants, c'est aussi comprendre qu'ils doivent faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour eux, que dans l'idéal, les enfants, il faut qu'ils aient accès le plus possible à chacun des parents. Tout ça au nom de l'amour des enfants. On est capable, je pense que ça, c'est une force dont on peut se servir. Puis leur force, ben, c'est le désir qu'ils ont de tourner la page, puis de tourner la page, régler le dossier, puis repartir dans quelque chose d'autre dans lequel ils vont être confortables. C'est sûr que le rôle de l'avocat, et là, je passe peut-être plus à l'autre, mais je vais y aller vite, là, parce que j'en ai parlé quand même un peu en répondant à la première question. Le rôle de l'avocat, là, oui, on connaît la loi, puis on dit la loi, puis on parle de la loi, c'est évident, mais c'est un rôle qui est beaucoup plus important que de dire la loi. On est la première ligne d'intervention quand ils arrivent dans une situation stressante, litigieuse, etc., etc. Donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que la trajectoire pour le futur, elle se passe bien. Puis tout de suite, qu'on mette en place les bons conseils pour que la suite soit correcte. Le rôle de l'avocat, c'est d'enseigner, d'apprendre à nos clients comment se comporter dans une situation de rupture. Eux autres, c'est leur première, puis en tout cas la mienne. Moi, j'en ai vu des ruptures, donc je suis capable, j'ai une boule de cristal qui est quand même assez claire quand je vois les situations survenir. Je suis capable de donner des conseils quand même parce que j'en ai vu une puis une autre des séparations, puis des comportements, etc., etc. Bien évidemment, on a un rôle de représentant d'avocat. Quand on plaide un dossier, en fait, on est avocat, on peut plaider des dossiers quand le procès est nécessaire. Puis les représenter, au-delà de représenter la loi puis les droits, ben, c'est aussi et surtout, je pense, en matière familiale, de les aider à raconter leur histoire. Parce que lorsque vient le temps de témoigner, c'est un exercice de communication qui n'est pas facile, qui doit être choisi, pas choisi, mais dont on doit choisir les épisodes
qui nécessitent d'être racontées. On doit apprendre aux gens à raconter correctement leur histoire parce qu'il y en a qui sont beaucoup moins habiles dans l'art de se raconter puis raconter les bonnes choses au bon temps. Parce que souvent, c'est quand même assez rapide, là, les procès. Ils n'ont pas 2 jours pour raconter leur histoire en long et en large. Souvent, le témoignage d'un parent devant le tribunal, ça va durer 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Même des fois, c'est beaucoup plus court. Donc, il faut quand même condenser l'histoire pour que les choses les plus importantes, les plus essentielles soient dites au juge. Alors, c'est un peu ça, le rôle de l'avocat. Moi, je le prends comme étant quelque chose d'important à considérer qu'on est souvent, c'est notre approche à nous qui va influencer le restant de leur vie à eux dans cette portion-là. C'est un rôle qui est très important. Donc, il faut vraiment faire attention à le faire correctement. Mhm. Donc, à la fois du soutien, mais aussi contenir les débordements, contenir certaines choses pour que tout se passe le mieux possible là, pour la suite des choses pour tes clients. Oui, c'est bien dit. Excuse-moi, je rebondis là-dessus. C'est bien dit contenir les débordements parce Mhm. que il faut être capable de leur faire voir les nuances des reproches des fois qu'ils peuvent avoir à l'égard de l'autre parent, remettre les choses dans leur contexte, puis arrêter de ne pas avoir peur de les ramener à des choses plus objectivement condamnables, pas les laisser aller dans des reproches, dans des comportements qui nécessairement ne sont pas corrects. Parce que nous, on le sait que pour la suite, si ça continue comme ça va pas bien. Pour les contenir, oui. Contenir pour Oui, éviter que justement ça vienne engendrer davantage de conflits, là. oui. Donc, le droit familial, on le sait, ça évolue. Peux-tu nous parler de décisions importantes qui influencent actuellement la pratique judiciaire? Donc, dans des situations un peu comme ce qui nous préoccupe là, ce midi, de conflits ou en lien avec la garde des enfants. Donc, quelles décisions phares là, pourrais-tu nous décrire là, autour de ces questions-là? Bon Dieu, il y en a plusieurs des décisions fortes. Pour ceux qui sont pas familiers avec ça, la Cour supérieure, c'est le tribunal de première instance en matière familiale. Ensuite de ça, il y a la Cour d'appel qui peut corriger des décisions de la Cour supérieure. Puis, au-dessus de tout ça, il y a la Cour suprême qui, elle, peut aussi intervenir. Donc, il y a 3 instances, 3 paliers. Les décisions de principe, c'est souvent des décisions qui nous viennent de la cour d'appel, qui doivent intervenir dans une situation, puis qui vont des fois, souvent, rétablir, ramener les choses à l'ordre, puis nous lancer des beaux messages. Fait que oui, il y en a plusieurs en matière familiale. J'aurais pu passer 2 heures à faire la nomenclature des belles décisions de la Cour d'appel et aussi de la Cour supérieure. Il y en a des extraordinaires en Cour supérieure. D'ailleurs, je vais vous en parler d'une tout à l'heure. Mais j'ai choisi 2 décisions qui m'apparaissaient importantes parce que c'est sûr que là, comment ces décisions-là influencent dans les situations de séparation, de conflits sévères. C'est pas nécessairement en lien juste avec les conflits sévères, c'est au-delà de ça. C'est les principes généraux qui doivent guider les tribunaux lorsque vient le temps de prendre une décision dans l'intérêt de l'enfant. Il y a une chose qui est intéressante, c'est une décision qui a été rendue en 2024, la décision de droit de la famille 24-915, la Cour d'appel. Même si ce n'est pas une décision qui s'inscrivait dans un litige au niveau de la garde, c'était une poursuite. La Cour supérieure avait condamné un parent à payer un dommage-intérêt, je pense que c'était 30 000 à cause d'une situation d'aliénation parentale. C'était quand même assez inusité. La Cour d'appel s'est penchée sur la question, puis il y a eu à se prononcer sur ça. Elle a renversé la décision de première instance, puis elle a dit quelque chose de très intéressant en mentionnant que ça n'existe pas la norme du parent parfait. C'est quelque chose qui ne peut pas exister. Puis tant mieux d'ailleurs si ça n'existe pas parce qu'il n'y en a pas de parents parfaits. Puis elle mentionnait ceci qui était impossible puis contre-productif surtout de tenter d'isoler un ou des agissements ponctuels d'un parent sans prendre en compte la dynamique familiale dans son ensemble, en imaginant de manière désincarnée un parent idéal. Parce que l'art d'être parent au quotidien est une chose délicate, et la Cour nous dit même que même unis, les parents n'ont pas toujours les mêmes vues philosophiques en matière éducative. Et
quand la séparation survient puis que le conflit prend, ben souvent, ces différences-là sont exacerbées dans ce contexte-là. Alors, je trouve que ça, c'est une décision qui est importante de principe, qui vient juste remettre un petit peu dans le contexte qu'est-ce qu'on doit regarder comme comportement, comment on doit évaluer les comportements parentaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'exercice de la détermination du meilleur intérêt de l'enfant, c'est un exercice qui est discrétionnaire, complètement discrétionnaire. C'est ça qu'il y a des paramètres que les juges doivent regarder, mais ça demeure un exercice discrétionnaire qui est conditionné par la preuve que le juge va entendre. Quelle sorte de preuve on va lui offrir. Et c'est certainement pas quelque chose de scientifique. C'est pas comme un formulaire de fixation de pensée alimentaire. On rentre pas des données pour avoir un résultat à la fin. Donc, c'est très, très, très discrétionnaire. Cela dit, comment les tribunaux abordent la détermination des modalités de la garde, comment un juge va concevoir les reproches qui sont faits à l'égard d'un parent? Est-ce que les juges considèrent ça? Est-ce que les juges considèrent ci, etc., etc.? Souvent, les gens vont se poser beaucoup de questions. Il y a une super bonne décision, en fait, ça, c'est ma préférée, c'est Droit de la famille 1821. En 2017, la Cour d'appel, c'est sous la plume du juge Dufresne, qui finalement, quand il commence à aborder la question de la détermination de la garde dans le dossier qui était à l'étude, décide de faire certains commentaires généraux sur les modalités de la garde. Ça n'a rien à voir avec le dossier qu'ils étudiaient à ce moment-là, mais il fait des commentaires généraux en disant que c'est jamais ni noir ni blanc. Il n'y a jamais rien de noir, rien de blanc en matière de droit de la famille. Et que c'est une analyse qui doit toujours être souple et globale pour tenir en compte l'ensemble de la situation familiale, parce que l'intérêt supérieur de l'enfant, ça commande cette analyse souple et globale de la dynamique, et surtout que c'est une analyse qui doit s'éloigner des incidents isolés et des comportements des parents qui souvent, pour des procédures judiciaires, peuvent être des fois moins avisés. Alors, ce que le juge nous dit, puis je vous invite, si vous avez envie de voir comment vos tribunaux considèrent l'évaluation des modalités de la garde, d'aller lire ce jugement-là, il est vraiment super intéressant. Vous allez tout avoir là-dedans. Le juge nous dit au paragraphe 39, le jugement en matière de garde d'enfants a ceci de particulier qu'il n'a pas un caractère définitif comme dans d'autres domaines de droit civil, par exemple. C'est pour ça que ça existe, cette évaluation-là exige un certain doigté, surtout quand il s'agit de départager les éléments les plus révélateurs de la conduite des parents. Et ce que le juge nous dit, c'est qu'il faut éviter de stigmatiser la conduite de l'un ou l'autre des parents ou de brosser un portrait charge de l'un d'entre eux. Les jugements en matière familiale ont des lendemains. Quand il dit ça, les jugements en matière familiale ont des lendemains, ça veut dire que lui, une fois le jugement est signé, rendu, les gens vont avoir à vivre avec ça. C'est-à-dire que les parents vont devoir continuer à se parler parce que l'enfant continue d'exister, puis les modalités de la garde, quelles qu'elles soient, vont nécessiter des communications entre les parents. Donc, les lendemains, ce que ça veut dire, le message que lui porte, à mon sens, à moi, dans ce jugement-là, c'est que n'oubliez pas qu'après le jugement, si vous avez voulu, vous, faire un portrait charge contre un parent, ben, ça va continuer d'exister. Donc, il faut faire preuve d'une certaine retenue, à mon sens, puis d'un certain respect dans la façon dont on a de mener ces litiges-là en matière de garde. Surtout, et ça, il nous le dit au paragraphe 40, de façon générale, les blâmes et les reproches que s'adressent réciproquement les parties sont de peu d'utilité pour nourrir la réflexion du juge. Vous savez, si on fait une preuve que le papa ou la maman n'a pas les mitaines, le petit est parti à l'école, il n'avait pas ses bâtons, ses culottes de pluie, puis il a oublié de faire un devoir, puis il ne signe jamais correctement les dictées, c'est sûr que c'est pas nécessairement ça qui va peser très fort dans la balance pour déterminer qui doit avoir la garde d'un enfant. N'oubliez pas, le parent idéal n'existe pas. Sauf que l'enfant, lui, il a ces deux parents-là. C'est les seuls deux parents qu'il a dans ces situations-là. Ce sont eux, aussi imparfaits soient-ils. Et ce que nous dit aussi le juge, c'est que la compétence parentale des parents est souvent tenue pour acquise à partir du moment où ils s'occupent généralement bien des enfants.
Et il nous dit au paragraphe 42, on n'associe pas toujours à la capacité parentale les comportements douteux d'un parent envers l'autre, un peu comme si la capacité parentale était monolithique, c'est-à-dire en ne la considérant qu'en fonction de la relation parent-enfant. Et ce qu'il nous dit, c'est que en présence d'un conflit pour la garde, la capacité parentale doit être envisagée plus globalement, c'est-à-dire euh, en considérant aussi la manière dont les parents interagissent les uns avec les autres, dans leur manière et leur volonté d'interagir dans l'intérêt de l'enfant. Euh, ça veut dire que ça veut dire que l'ouverture d'un parent par rapport à l'autre, c'est quelque chose de très, très, très important quand vient le temps d'évaluer les modalités de la garde que le juge va vouloir mettre en place. Pas juste parce qu'un parent s'occupe bien du quotidien de l'enfant qu'il y a plus de compétences parentales si, de notre côté, une fermeture totale à la présence de l'autre parent dans la vie de l'enfant. Cette décision-là, dans les faits, d'ailleurs, puis je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Je vais me permettre de la lire. Et là, il revenait, le juge, à cette décision, au fait de l'affaire en particulier. Il disait, la preuve révèle que les deux parents ont à l'occasion manqué de souplesse ou parfois de diligence. Inutile pour l'appelant, le père, de se montrer impétueux ou trop rigide dans les communications. Inutile pour madame d'être en mode de reproche à la moindre occasion. Être plus avenant et plus accommodant devant les demandes de l'un et l'autre est la plupart du temps à l'avantage de l'enfant. Évidemment, tout n'est pas toujours monocorde dans une relation parentale, et ça, même entre des parents unis. Et comme mot de la fin, il résume très bien comment les tribunaux doivent, je dirais, ce qui doit guider les tribunaux dans l'évaluation des modalités de la garde, c'est que la cellule familiale de l'enfant est composée au premier chef de ses deux parents. Il importe que chacun d'eux facilite le temps pendant lequel l'enfant est avec l'autre parent. Je trouve que c'est une phrase qui est extraordinaire et qui résume bien la manière dont ça doit être abordé. Il y a de multiples décisions qui sont inspirées de cette décision-là, puis probablement qu'il y a bien d'autres décisions de la Cour d'appel qui ont lancé des bonnes lignes comme ça, mais je trouvais que celle-là résumait à elle seule beaucoup de grands principes, puis qui est encore très, très, très à la mode, entre guillemets, là, mais on s'en sert encore beaucoup de cette décision-là, puis mais il ne faut pas oublier que le tribunal est toujours tributaire de la preuve qui va être présentée. Donc, c'est ça. Il faut que les avocats soient capables de faire une preuve qui leur permette de pouvoir rendre les décisions les plus éclairées. Alors, voilà. Bon, alors il nous reste un petit 5 minutes, Sophie. Il y a un point quand même important qu'on voulait aborder aujourd'hui. Oui, Puis peut-être que je pense que tu vas être d'accord avec moi que la question du traitement de la violence conjugale, donc oui, la mise en lumière de la violence, tant dans les modifications à la loi sur le divorce, mais aussi notamment à l'article 33 du Code civil du Québec, là, dans les dernières années, euh, ont, ont été marquantes. Est-ce que dans ta pratique, tu as pu observer des changements en lien avec ces deux exemples, mais je pourrais en nommer d'autres, là, oui. changements qui ont mené à davantage de mise en lumière de la question des violences? Ben, avant même que les changements législatifs soient faits, il y avait une sensibilité accrue des tribunaux par rapport à des situations de violence conjugale. Là. La loi est venue, je dirais, s'est modifiée pour reconnaître une situation qui est quand même existante depuis longtemps, que les tribunaux doivent faire attention à ça. Mais maintenant, avec les modifications législatives, c'est plus systématique, c'est plus encadré, bien évidemment. Il y a beaucoup de chemin qui avait été fait. Je pense que d'avoir inclus ça dans la loi, ça conscientise tout le monde encore plus. Ça rend ça présent. Euh, et c'est quelque chose qui est maintenant incontournable. Cela dit, il faut faire attention pour pas parce qu'il peut y avoir certaines dérives d'exagération parfois dans certaines situations. Puis les tribunaux nous rappellent qu'il faut toujours faire bien attention dans la manière dont ces preuves-là sont évaluées. Il y avait, vous voyez à l'écran, une décision là, de la Cour suprême en 2022 qui avait déjà mis de côté un stéréotype qui disait, en fait, la Cour a dit la suggestion selon laquelle les abus et la violence familiale n'ont pas d'incidence sur les enfants et n'ont rien à voir avec la capacité parentale de celui qui en est l'auteur est intenable. Parce que malheureusement, on a déjà vu quelque chose
contraire. Bon, en tout cas, perso, j'ai déjà vu peut-être des paragraphes dans certains jugements il y a certaines années qui faisaient état de ça, puis c'était quand même un peu assez choquant. Maintenant, on peut dire que ça, c'est des choses qui se diront plus, qui doivent même plus se penser, j'espère, depuis longtemps. Comment les tribunaux comment maintenant ça s'articule? Il y a une décision récente qui a été rendue, droit de la famille 26-424. C'est une décision principalement en enrichissement injustifié, mais qui quand même fait une grande portion sur la violence conjugale. C'est une décision de la Cour supérieure, mais elle mérite vraiment mention. Le juge le juge est un ancien recherché de la Cour supérieure, puis ça paraît parce que c'est vraiment hyper bien motivé. J'ai jamais vu tant de notes de bas de page de ma vie dans un jugement. Puis ça mérite à partir du paragraphe 165 qu'on en prenne connaissance parce que ça fait un petit peu le tour de ce qui existe comme législation sur la violence conjugale. Je pense que ça donne des bons guides. Ça dit surtout que les allégations de violence familiale doivent être traitées avec la plus grande considération. Encore une fois, c'est une question de preuve. Souvent, la preuve de ça est plus difficile à faire. Il s'agit souvent de gestes qui sont commis dans l'intimité, qui sont sans témoin. Là, je n'apprendrai rien à personne sur le sujet. Mais c'est ça. Ça peut des fois être quelque chose qui rend les choses plus difficiles. Cette décision-là nous dit, entre autres, l'expression du mythe ou du stéréotype à l'effet qu'une véritable victime de violence familiale ne demeurerait pas en relation avec l'auteur allégué de cette violence. C'est complètement écarté, là. C'est quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Maintenant, cette décision-là, puis je pense qu'il faut être conscient pour éviter les dérives que c'est pas toutes les relations qui comportent des épisodes de conflit, de colère, de frustration qui constituent nécessairement de la violence familiale, pour faire attention. Des fois, lorsque c'est de la violence situationnelle, réciproque, ou encore lorsqu'il s'agit d'événements isolés, comme le dit le juge, souvent à l'occasion de la rupture, les tribunaux ne considèrent pas toujours qu'il s'agit de violence familiale ou adoptent à tout le moins une approche contextuelle et nuancée. Puis je pense que c'est important d'être conscient de ça. Et le juge dit, et a raison, les incidents qui vont se qualifier de violence familiale le seront généralement lorsque le contexte, leur récurrence et leur gravité intrinsèque le justifient. C'est une question d'appréciation, puis je pense que les tribunaux doivent être prudents avant de se prononcer dans ces situations-là, vraiment de faire une analyse contextuelle, globale et minutieuse. Il ne faut jamais oublier que l'étiquette de violence conjugale dans un dossier, une fois qu'elle est mise, ben, ça ne s'enlève pas. Et quand elle est là, il faut qu'elle soit. Donc, c'est vraiment une question d'administration, de preuves, je pense, mais soyez assurés que les tribunaux sont vraiment, vraiment très, très bien formés à cet égard-là. Il y a eu énormément de formations qui ont été données aux juges et aussi aux avocats récemment. Là. Tout à fait. Puis justement, ben, ça m'amène à te parler un petit peu de l'avenir. On voit que de plus en plus, les domaines des sciences sociales et le droit, ça se perd davantage dans le domaine familial. Dans ta pratique, tu as vu cet aspect-là changer. Donc, peut-être, je joindrais deux questions en une, vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce que tu as vu évoluer dans ta pratique, donc depuis 1992? Et puis, qu'est-ce que tu espères pour la suite? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour mieux soutenir les familles qui vivent des séparations très complexes, difficiles? Je vais faire ça en 3 minutes. C'est sûr que depuis 92, moi, j'ai vécu l'ouverture à la garde partagée, les pères qui se sont insérés un petit peu plus activement dans la dynamique familiale post-séparation. C'est une bonne affaire. C'est bon pour tout le monde. Surtout, je dirais, une meilleure formation des juges et des avocats. Je parlais de la formation en matière de violence conjugale. Là, on a été submergés de formation sur le sujet depuis 2021. On en a eu une et une autre. Les juges aussi en ont eu énormément, puis il y en a chaque année. C'est quelque chose qui revient de façon systématique. J'ai vu changer beaucoup les tribunaux dans leur façon de forcer la collaboration parentale, de tenter même de l'installer malgré certaines difficultés que les parents pouvaient éprouver dans l'intérêt de l'enfant parce que c'est nécessaire quand les parents sont séparés, que les parents continuent de collaborer, communiquent, etc., etc. Malheureusement, j'ai vu l'augmentation des dossiers à un niveau de conflit, la vitesse grand V. On en a de plus en plus.
ou si c'est parce que je vieillis puis j'hérite de dossiers plus compliqués, je ne le sais pas, mais je pense que de façon générale, il y a beaucoup plus de conflits sévères de séparation qu'on appelle. La durée des procès a beaucoup augmenté, comme a déjà dit Karine Poitras. Plus les gens ont de l'argent, moins ils ont l'imagination pour trouver des solutions. Ça, je suis obligée de citer Karine parce que je trouve que c'est vrai. Mais en même temps, ça augmente beaucoup la durée des procès. J'ai vu aussi l'évolution du travail en interdisciplinarité. Il n'y a pas juste moi qui ai beaucoup travaillé en interdisciplinarité qui peut le dire, mais beaucoup d'autres de mes collègues qui ont beaucoup ouvert leur pratique à collaborer avec les intervenants psychosociaux. Et ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on devrait développer comme service? Qu'est-ce que j'aimerais voir? Qu'est-ce qui devrait arriver dans un futur que j'espère le plus rapproché possible? Ben, pour moi, c'est la prévention et la prévention. Quand les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas faire. Il faut que les gens soient éduqués, il faut qu'ils soient conscients des dommages que ça peut causer pour leurs enfants à long terme, des mauvais comportements parentaux, des chicanes qui n'en finissent plus, des conflits de séparation. Des conflits de loyauté. Je pense que plus les gens vont être éduqués, puis mieux ça va être. Les séminaires de coparentalité, souvent, vont arriver un petit peu tard dans le parcours, parce que le séminaire de parentalité, les gens vont aller le chercher parce qu'ils veulent fixer un procès. Quand on est rendu à fixer un procès, il est un peu tard pour revenir en arrière. Même si j'ai vu des gens, des fois, revenir de ces séminaires-là avec une façon différente de voir les choses, il faudrait que ça arrive un petit peu plus proche, plus rapidement dans le cheminement d'une séparation. Mm-hmm. Les outils novateurs, bien, c'est sûr que développer des choses comme le PCR à Québec, puis à Montréal, la coordination parentale, c'est extraordinaire, ça aide énormément. Je pense il faudrait que les gouvernements stimulent un petit peu plus les innovations des districts, parce que les districts sont différents les uns des autres. Québec, c'est pas Montréal, c'est pas Saguenay, c'est pas Rimouski. On a tous des particularités, des clientèles différentes à desservir. Je pense que les initiatives des districts devaient être encouragés. Et voilà, éduquer les gens sur la composition familiale qui est rendue partie intégrante d'un cheminement normal. Alors, toutes ces belles choses-là. J'aimerais vraiment vous remercier là, à nouveau, Elisabeth, Sophie, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'était super intéressant. Il y a eu quand même un bel échange entre ce qui se fait dans la recherche, mais aussi justement, concrètement, comment ça se passe dans les tribunaux et compagnie. Donc, super intéressant. Merci encore. J'aimerais aussi là, remercier toutes les personnes participantes. Là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé dans le chat, donc on n'a clairement pas eu le temps de parler de tout ce qui est écrit. Malheureusement, mais merci beaucoup. Là, je vois qu'il y a des gens qui s'échangent de l'information. Donc, merci pour votre participation. Puis, avant de vous laisser, j'aimerais aussi remercier quelques partenaires qui nous ont aidés là, à mettre en place ces webinaires-là. Donc, on a entre autres la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec. On a l'EFI aussi, qui est l'Association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées. Puis on a aussi l'Observatoire des réalités familiales du Québec qui nous ont aidés à monter les boîtes à outils qui seront bientôt disponibles. Donc, j'aimerais maintenant vous remercier à nouveau et je vous souhaite une super belle journée.